Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette matinée au cours de laquelle nous allons nous efforcer de vous donner des pistes, des éléments de réflexion et des solutions face aux problèmes et à l'urgence de la transition énergétique et écologique. Sans plus tarder, je donne la parole à Joël Barre, le délégué interministériel pour le nouveau nucléaire. Et oui, le nucléaire est bien de retour. Merci, Monsieur le Président. Cher Marc, en effet, face au changement climatique dont nous avons en 2022 pleinement ressenti les effets, la France, comme l'Europe, se dote d'une stratégie visant à décarboner autant que possible son activité et ses modes de vie. Il s'agit en particulier de se libérer au plus vite de l'utilisation des énergies fossiles, le charbon. C'est d'ailleurs quasiment déjà le cas, comme l'a annoncé RTE il n'y a pas plus tard que quelques jours. Le pétrole et le gaz. C'est ce qu'on appelle la transition énergétique. Cette transition énergétique que notre pays se doit de poursuivre, c'est à la fois une diminution de notre consommation d'énergie primaire, mais aussi une augmentation de l'électrification de cette énergie. L'électrification est essentielle pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et pour atteindre la neutralité carbone de notre pays. Notons d'ailleurs que déjà aujourd'hui, notre production d'électricité représente moins de 5% de nos émissions à effet de serre. Et ceci, bien sûr, grâce à l'importance de nos capacités d'énergie nucléaire et, dans une moindre mesure, nos capacités d'énergie renouvelable, l'hydraulique, l'éolien, le solaire, qui sont en plein développement. Alors, à côté de nos efforts de sobriété dans nos usages, tels que nous avons pu commencer à les constater, avec la diminution de l'ordre de 10% de notre consommation électrique à la fin de l'année passée. À côté aussi des gains qui sont possibles dans l'efficacité de nos systèmes énergétiques. Par exemple, la rénovation thermique de nos bâtiments. À côté enfin du développement des énergies nouvelles renouvelables dans notre pays, à l'image du parc éolien offshore de Saint-Nazaire qui a été inauguré par le président de la République à la fin de l'année dernière, il va en effet falloir prolonger et renouveler notre parc de production d'électricité nucléaire. C'est l'objet d'un véritable plan de relance de l'énergie nucléaire qui a été voulu et annoncé par le président de la République et par le gouvernement. Pourquoi se lancer dans ce plan de relance nucléaire? Parce que, outre l'énorme avantage d'être une énergie décarbonée, donc une solution à la lutte contre le changement climatique, cette énergie nucléaire présente l'intérêt d'être pilotable. Elle participe aussi, et je dirais même surtout, de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays dans ses approvisionnements stratégiques. Elle contribue grandement à la compétitivité économique de notre industrie grâce au prix de l'électricité délivrée. Elle permet un impact environnemental minimal, maîtrisé, grâce à des emprises territoriales réduites, grâce à une gestion sûre de ces matières et de ces déchets. La production de notre électricité nucléaire constitue en outre notre troisième filière industrielle française, derrière l'automobile et l'aéronautique. Elle représente plus de 200 000 emplois directs, des emplois qualifiés, des emplois non délocalisables, des emplois répartis sur l'ensemble de notre territoire, au sein de plus de 3 000 entreprises, derrière EDF, notre chef de file, notre champion national dans ce domaine. Mais nos réacteurs nucléaires ont été pour l'essentiel mis en service entre les années 1980 et 2000, même si l'on peut prolonger leur durée de vie. Au-delà des 40 ans initialement visés, ils arriveront pour l'essentiel en fin de vie à l'horizon du milieu du siècle. Il faut donc prévoir et préparer leur renouvellement. C'est l'objet du programme EPR2 en cours de définition. Ce programme EPR2 est précédé d'une première série de réacteurs EPR, déjà mis en service en Chine, en Finlande, en cours d'achèvement à Flamanville, en cours de réalisation au Royaume-Uni. Ces réacteurs de forte puissance, 1,6 GW le réacteur, présentent en outre un niveau de sûreté maximal, en particulier au regard des exigences ayant résulté des accidents survenus dans le monde, en particulier encore, bien sûr, celui de Fukushima au Japon en 2011. Avec le programme EPR2,
Il s'agit maintenant de reproduire ces réacteurs de forte puissance et de très haut niveau de sûreté, par la réalisation d'une série de réacteurs tout aussi performants, mais plus faciles, moins chers à construire. Grâce à leur réalisation par paire sur un site donné, nous allons les faire 2 par 2 sur chaque site, par palier, c'est-à-dire par définition identique, par exemple en particulier sur les 6 premiers sur lesquels nous travaillons, grâce à une meilleure constructibilité permise par la modernisation de leurs outils de conception et de réalisation, encore plus numérisés que dans le passé, à la simplification de leur définition, à l'optimisation de l'organisation industrielle. Grâce aussi, bien sûr, au retour d'expérience permis par la réalisation et l'exploitation des EPR des têtes de série que j'ai précédemment citées, grâce enfin à l'implantation sur des sites nucléaires existants, déjà adaptés, déjà familiarisés avec les contraintes inhérentes à une installation nucléaire sur notre territoire. L'année 2023 est très importante pour ce programme EPR2. Celui-ci achève désormais sa phase de définition préliminaire et doit entrer en phase de définition détaillée, engageant ainsi son développement. L'importance de ce jalon se traduira par une revue approfondie du programme qui se déroulera cet été. Au préalable, le débat public en cours, conduit sous l'autorité de la Commission nationale du débat public, aura rendu ses conclusions et EDF aura présenté aux autorités et aux organisations compétentes l'ensemble des demandes d'autorisation nécessaires à leur réalisation. L'autorisation environnementale en particulier, mais aussi bien sûr l'autorisation environnementale nécessaire au premier chantier de Penly, en Seine-Maritime, dont nous espérons que les travaux préparatoires pourront démarrer à la mi-2024, l'autorisation de création, qui est nécessaire à l'engagement des travaux de construction des réacteurs nucléaires eux-mêmes, qui est visée avant la fin de l'année 2027 et qui sera bien sûr soumise à l'approbation de l'autorité de sûreté nucléaire. Ce programme de 6 EPR2, réalisé par paire donc sur 3 sites électronucléaires déjà équipés de réacteurs à eau pressurisée, actuellement en service, nécessite une remontée en puissance forte, rapide, de l'ensemble de la filière française nucléaire. Depuis EDF et ses principaux contractants, tels que Framatome, GE Alstom ou bien sûr les constructeurs de génie civil, jusqu'aux 2 ou 3 000 entreprises de toute taille, ETI, PME, TPE de la filière. Alors, plus de 10 000 recrutements par an seront nécessaires. C'est un énorme enjeu d'attractivité, de recrutement, de formation pour cette filière et pour toute notre industrie. Et c'est, je l'espère, un appel, un attrait des plus enthousiasmants pour nos ingénieurs, jeunes et moins jeunes, à qui nous nous adressons ce matin. Bonjour, je m'appelle Valérie Faudon et je suis déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est le sujet de la relance du nucléaire qui a lieu actuellement non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Pour ça, 2 raisons principales. La première, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Le nucléaire est bas carbone. Il a le même niveau d'émissions que l'éolien, par exemple. Et donc, il est reconnu par le GIEC comme une solution pour lutter contre le réchauffement climatique. La deuxième raison pour laquelle on a une relance du parc nucléaire, c'est qu'on a la crise du gaz. Et le gaz était souvent associé aux renouvelables comme un moyen pilotable qui permettait de compenser à leur manque de production éventuelle des renouvelables. Et aujourd'hui, beaucoup de pays qui voulaient s'orienter vers des solutions renouvelables gaz se rendent compte que le gaz est une fragilité au niveau de la souveraineté et donc vont vers le nucléaire. Donc on a énormément d'annonces en Europe de pays qui décident de relancer des programmes nucléaires. Donc on est vraiment en pleine relance au niveau européen, au niveau mondial. Le Japon vient d'annoncer récemment une relance. Donc en France, on a un programme avec 4 grands projets qui vont du coup nous occuper des années. Donc je pense qu'on est vraiment dans la même situation qu'on était dans les années 70 quand on a lancé le grand programme nucléaire dont on a aujourd'hui les bénéfices. Donc le premier programme, c'est l'entretien de notre parc nucléaire. On a aujourd'hui 56 réacteurs en France qui produisent à peu près 70% de notre électricité, bas carbone bien entendu. Donc ces premières unités arrivent à 40 ans. Donc il y a énormément de grands programmes industriels de jouvence pour leur faire passer ce cap des 40 ans avec un investissement qui est de l'ordre de 1 milliard
par réacteur. Donc c'est un investissement très important, c'est un très gros programme industriel qui évidemment occupe l'ensemble de la filière industrielle. C'est-à-dire que le nucléaire est aujourd'hui la troisième filière industrielle française derrière l'aéronautique et l'automobile. Elle occupe 220 000 employés avec plus de 3 200 entreprises. Donc toute la filière est bien occupée avec ce programme de jouvence du parc nucléaire. Donc on sait que c'est la solution la moins chère, puisque ce parc est déjà amorti, et même si on investit énormément dessus, c'est la manière la plus économique aujourd'hui de produire de l'électricité bas carbone. Il y a des enjeux à venir d'adaptation, puisqu'on sait qu'on va devant un réchauffement climatique important, donc il s'agit d'adapter ces unités en prenant exemple sur des réacteurs qui sont par exemple exploités aux États-Unis, où on a un réacteur exploité en plein désert ou dans des pays chauds, pour voir comment on pourra exploiter ce parc dans la durée. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de garantie qu'on pourra l'exploiter au-delà de 60 ans. Donc, on doit prévoir un renouvellement de ce parc nucléaire pour garantir que dans notre système électrique du futur, on aura à la fois un socle nucléaire qui garantira notre sécurité d'approvisionnement. Quand on regarde les prévisions à 2050, on planifie, c'est la stratégie nationale bas carbone française, une diminution de notre consommation énergétique. Mais pour y arriver, on doit augmenter notre consommation d'électricité. Souvent, les gens confondent énergie et électricité. Et ils disent par exemple on va vers le tout nucléaire. Il faut savoir qu'en France, 60% de notre consommation énergétique, c'est des énergies fossiles, c'est du pétrole et du gaz, du charbon dans l'industrie. Et donc le grand enjeu pour nous de cette transition énergétique, c'est de sortir du fossile. Et pour ça, on aura besoin de beaucoup d'électricité. Je disais que le scénario de référence aujourd'hui pour 2050, c'est une baisse de notre consommation d'énergie de l'ordre de 40%, mais ça correspond à une augmentation de notre consommation d'électricité de 35%, voire plus, si la France arrive à faire son grand programme de réindustrialisation. Parce que rapatrier des usines dans des secteurs stratégiques en France, ça veut dire augmenter notre consommation d'électricité, mais c'est pour la bonne cause, puisque quand on produit en France, on produit plus propre, on produit avec de l'électricité bas carbone et avec des normes environnementales plus élevées. Donc, pour 2050, on doit prévoir de commencer à renouveler ce parc. Et donc, on a ce deuxième grand projet qui est de nouveau construire une gamme de réacteurs neufs. Donc, ça sera des EPR2. Le débat public vient de se terminer fin février. Donc là, on attend les conclusions du débat public pour la préparation d'une loi qui doit venir cet été, qui s'appellera la loi de programmation énergie-climat. Et dans cette loi, on attend un programme de construction de 6 réacteurs, 3 paires. La première paire qui doit arriver vers 2035 sur le site de Penly en Normandie, puis à Gravelines dans les Hauts-de-France, puis sur la vallée du Rhône. Donc ça fera 3 paires de réacteurs. Et dans le cadre d'un vrai programme industriel, pourquoi un programme industriel? On a vu que quand on construisait un réacteur de manière isolée, on avait des retards et des pertes de compétences. Donc en lançant un vrai programme industriel de 6 réacteurs, l'ensemble de la filière industrielle française peut se mobiliser, planifier les investissements sur les usines, planifier les recrutements, planifier les formations pour être prêt à faire ce programme. Donc, au-delà des 6, le gouvernement a annoncé des études pour 8 EPR supplémentaires, donc ça ferait 14 réacteurs d'ici 2050, voire plus si on arrive à les construire plus vite. Le troisième grand programme, c'est un programme qui s'appelle SMR, Small Modular Reactor, petit réacteur modulaire, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc ça, ce sont des petits réacteurs, donc c'est des paires de 170 MW. C'est la même technologie que les réacteurs qu'on utilise actuellement, c'est des réacteurs à eau pressurisée, mais ils sont plus petits. Alors pourquoi c'est intéressant de faire des réacteurs plus petits? D'abord parce qu'ils correspondent à un vrai besoin qui est le remplacement des centrales à charbon dans le monde, qui est un énorme marché et dans laquelle la France veut être présente pour son industrie à l'exportation. Alors pour arriver à les faire pas cher, il faut les construire en série, d'où la nécessité qu'ils soient modulaires, qu'on puisse les standardiser pour pouvoir les construire la majorité des éléments en usine et pouvoir baisser les coûts. En France, on compte faire le premier de la série, mais on a aussi un besoin qui est la décarbonation, par exemple, de l'industrie, où on a besoin à la fois d'électricité, de chaleur, mais aussi d'hydrogène bas carbone,
tout vecteur que peut produire un réacteur nucléaire. Donc l'idée à terme, c'est d'avoir ces petits réacteurs modulaires au centre de bassins industriels qui peuvent alimenter de manière flexible en chaleur, en électricité ou en hydrogène avec par exemple des processus d'électrolyse haute température. Donc ça, c'est le SMR aujourd'hui qui s'appelle New World, qui est créé par un consortium qui rassemble le CEA, EDF, Technikatom et Naval Group. Enfin, le quatrième grand programme, c'est vraiment le nucléaire du futur. C'est ce qu'on appelle les petits réacteurs innovants. C'est un appel à projet géré dans le cadre de France 2030 pour des startups qui veulent apporter des projets de réacteurs complètement nouveaux. Donc là, on n'est pas sur les réacteurs à eau pressurisée, on est sur des nouvelles technologies de type sel fondu ou des réacteurs au plomb, des réacteurs au sodium ou des réacteurs haute température qui permettent justement, parce qu'ils produisent de la chaleur très chaude, de la vapeur très chaude, de décarboner des systèmes industriels qui ne peuvent pas aujourd'hui être électrifiés. Donc aujourd'hui, on a 7 startups qui ont été créées depuis 1 an en France qui vont conquérir pour ces fonds. Donc on aura en juin le résultat. Et ça nous remet vraiment dans la course à l'innovation par rapport aux Américains, par rapport aux Chinois, pour pouvoir justement apporter de plus en plus de solutions à ces enjeux de décarbonation profonde et à nos enjeux de lutte contre le réchauffement climatique. Donc tout ça, ça fait plein de travail. La filière recrute, on est 220 000 aujourd'hui, on espère être 300 000 en 2030. On cherche des ingénieurs, des femmes, beaucoup pour se féminiser, ainsi qu'un certain nombre de personnes qualifiées dans les métiers techniques, des soudeurs, des tuyauteurs, des chaudronniers, plusieurs écoles de formation qui se sont créées un peu dans toutes les régions pour aller vers ces enjeux qui sont très importants parce qu'il s'agit aussi de la réindustrialisation de la France et puis bien sûr des défis environnementaux auxquels on est confronté aujourd'hui. Alors Mathieu, Arcelor est bien engagé et en action dans cet effort de décarbonation. Dites-nous quoi, comment et quand pour arriver au Graal, le zéro carbone. Alors peut-être avant de répondre sur le quoi, comment et quand, je vais commencer par un petit mot sur l'importance de la décarbonation pour la sidérurgie. La sidérurgie est une industrie où le charbon fait partie de notre process. Donc le CO2 est une émission qui est intrinsèquement émise lors de la réduction du minerai de fer. Et il faut savoir qu'en termes d'ordre de grandeur, 1 tonne d'acier produite aujourd'hui correspond à l'émission de 1,8 tonnes de CO2. Et donc c'est notre responsabilité sociétale, à nous, sidérurgistes, de répondre aux défis de l'accord de Paris et de trouver les solutions industrielles qui vont nous permettre de continuer à produire tout en réduisant de manière extrêmement significative nos émissions de CO2. Donc c'est pour ça qu'on a pris un engagement au niveau du groupe. Donc ArcelorMittal a pris l'engagement de réduire de 25% l'ensemble de ses émissions de CO2 d'ici 2035, avec un engagement très clair de 35% à l'échelle de l'Europe. Et pour la France, la roadmap dont je vais vous parler dans quelques minutes, au-delà de 40% de réduction d'ici à 2030. D'accord ? Donc 40% de nos émissions d'ici à 2030, c'est un effort industriel qui est extrêmement énorme, qui est extrêmement important, très élevé, et sur lequel je vais vous expliquer comment on a prévu de le faire. Alors comment c'est articulé ? Notre feuille de route que nous avons développée s'articule sur 3 grands axes. D'accord ? Un premier axe qui consiste à utiliser dès à présent plus d'acier recyclé dans notre process. Un deuxième axe qui consiste à changer de procédé, changer le procédé de fabrication et passer à ce qu'on appelle la réduction directe innovante et au four électrique. Et un troisième axe qui consiste à développer la capture et éventuellement l'utilisation du carbone pour d'autres utilisations que celles qu'on a aujourd'hui. Alors, la première voie qui est l'augmentation d'utilisation d'acier recyclé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre que notre processus actuel, qui est basé sur les hauts fourneaux et les convertisseurs, d'accord, qui est le procédé de fabrication qu'on a utilisé en sidérurgie depuis maintenant plusieurs dizaines, voire quelques centaines d'années, permet d'utiliser de l'acier recyclé
dans une certaine quantité. Aujourd'hui, on en utilise peut-être 100 ou 150 kg à la tonne. Notre but, c'est de doubler ça et d'utiliser dès cette année, dès 2023, 250 kg d'acier recyclé à la tonne d'acier produite, d'accord? Donc de vraiment substantiellement augmenter la quantité d'acier recyclé. Pour Dunkerque, ça représente le passage de 1 à plus de 2 millions de tonnes d'utilisation d'acier recyclé par an. Comment on fait ça? Très concrètement, en adaptant notre procédé de fabrication, mais aussi en changeant la supply chain, en achetant plus d'acier recyclé, en investissant dans des parcs à matière, en investissant dans la logistique, etc. Donc ça, c'est dès 2023, et c'est une économie de plus d'1 million de tonnes de CO2 qui sera visible dès cette année. Deuxième axe, le DRI innovant et les fours électriques. Alors, pour bien expliquer ça, il faut comprendre la chose suivante. Donc, aujourd'hui, le carbone, qui provient du charbon, est utilisé dans notre procédé de fabrication pour faire une réaction d'oxydoréduction, celle qu'on apprend en classe de 3e. Donc, le charbon vient capter l'oxygène qui est sur l'atome d'oxyde de fer. D'accord? On laisse le fer à ce moment-là seul, et on fait du CO2. C'est assez simple, le carbone vient chercher l'oxygène, il fait du CO2 d'un côté et du fer de l'autre. Et c'est ce fer qu'on va utiliser dans notre procédé de fabrication. Demain, l'idée c'est quoi? C'est de dire, ce fer, cet oxyde de fer, au lieu de le réduire avec du charbon, on va le réduire avec de l'hydrogène. D'accord? Donc là, le principe va être que l'atome qui vient chercher l'oxygène sur l'oxyde de fer, ce n'est plus le charbon, c'est plus le carbone, c'est l'hydrogène. D'accord? Et donc forcément, au lieu de faire CO2, on va faire H2O. D'accord? Et donc, non seulement on élimine les rejets de CO2, mais en plus, on émet un gaz ou de la vapeur qui, en l'occurrence, ici, peut être réutilisé ailleurs. Alors, dit comme ça, c'est très simple. En fait, c'est quand même relativement compliqué à mettre en œuvre. Il y a un peu de travail à faire sur le sujet. L'avantage qu'on a, c'est que la technologie de réduction directe, elle existe. Elle existe principalement aujourd'hui dans le monde sur base de gaz naturel. Le challenge, ça va être progressivement le remplacement de l'hydrogène. D'accord? Et le remplacement du gaz naturel par l'hydrogène. Ce qui amène d'autres questions sur lesquelles je reviendrai dans quelques minutes. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette réduction avec l'hydrogène, par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans le haut fourneau, elle n'est pas suffisamment exothermique, elle ne produit pas assez de chaleur pour liquéfier le fer. Et nous, en sidérurgie, on a besoin de travailler le fer sur base liquide. On ne peut pas travailler sur base solide. Et donc, on a besoin des fours électriques pour liquéfier le fer, d'où la nécessité d'adjoindre à notre outil de réduction directe des fours électriques. Et c'est ça qui va se passer. Donc, on va remplacer ce qui est aujourd'hui le haut fourneau au sens large, pour être simple, par ce duo four électrique et réduction directe. Deuxième voie, et ça l'objectif c'est d'être prêt d'ici 2027, donc avec un certain nombre de défis dont je reparlerai dans quelques minutes, le financement, mais pas seulement. Et puis troisième voie, le principe étant de dire, de toute façon, même une fois qu'on a passé à la réduction directe, il va nous rester des émissions de CO2, que ce soit pour des procédés de combustion ou à d'autres moments. Et donc, il faut qu'on développe, pour arriver à la neutralité carbone en 2050, qui est aussi un des engagements que nous avons pris, il faut qu'on développe des systèmes de capture. Et une fois qu'on a capturé et purifié le CO2, il faut qu'on soit capable soit de l'enfouir, c'est la séquestration, soit de le réutiliser, et c'est l'utilisation. Et là, il y a des projets innovants sur lesquels nous sommes aussi partie prenante. L'idée étant, par exemple, de fabriquer des fuels artificiels. On a pour le coup parlé de combustible pour l'aérien en particulier, etc. Voilà, donc on travaille à la fois sur cette partie séquestration, l'idée étant de mettre par exemple le carbone dans la mer du Nord, mais aussi sur cette partie utilisation. C'est le troisième axe de notre feuille de route. Voilà pour la feuille de route. Alors maintenant, quels sont les gros challenges pour que tout ça fonctionne? La première chose, c'est bien évidemment le financement, d'accord? Donc, vous avez vu que l'an dernier, nous avons annoncé un accord avec le gouvernement français pour le financement de ces investissements. La réduction directe à Dunkerque avec des fours électriques et puis un four électrique aussi à Fos-sur-Mer. Donc, c'est quelque chose qui avance. Nous sommes toujours en attente du feu vert des aides d'État au niveau de la Commission européenne. On est relativement confiant que ça va finir par arriver. On attend encore un petit peu, on est un peu impatient.
mais on est sûr qu'on va s'en sortir à un moment ou un autre. Donc ça, c'est la première chose, hein. Le financement est là, mais il faut qu'on ait l'accord de l'Union européenne sur les aides d'État. Deuxième sujet, l'énergie. D'accord ? Donc on a beaucoup parlé de four électrique, on a beaucoup parlé d'hydrogène. Tout ça, c'est de l'énergie. Donc pour vous donner des ordres de grandeur, une usine comme l'usine de Dunkerque aujourd'hui consomme une bande de puissance, je ne parle pas en énergie, je parle en puissance, d'à peu près 300 MW. Le besoin va passer au-delà de 800 MW, et ça, c'est sans l'hydrogène. D'accord ? Si on rajoute l'hydrogène, il faut rajouter minimum 200-300 MW. Donc on va, grosso modo, entre tripler et quadrupler le besoin en énergie électrique qu'on va avoir sur une usine comme celle de Dunkerque. Et là, évidemment, il y a 3 conditions fondamentales là-dessus. Il faut que cette énergie électrique, elle soit décarbonée, sinon ça ne sert à rien. Il faut qu'elle soit abondante. Vous avez entendu les quantités dont j'ai parlé. Et il faut qu'elle soit bon marché. Il faut qu'elle soit accessible. Et surtout à un prix qui est prédictible dans le temps. C'est-à-dire que ça ne peut pas trop fluctuer parce que sinon on va avoir du mal à prendre des décisions d'investissement. Donc ce deuxième bloc sur l'énergie est absolument fondamental et il fait évidemment partie des discussions qu'on doit avoir avec les autorités. Troisième sujet, il faut qu'on s'organise. Des projets de cette taille-là, où on parle en milliards d'euros d'investissement, ce sont des choses qu'on n'a pas eu l'habitude de réaliser, en tout cas en sidérurgie et en France, probablement depuis les années 60 ou 70. D'accord ? C'est des projets de la taille de création de raffineries ou de très grosses usines. On n'est plus équipé pour ça. Donc ça nécessite d'avoir une organisation dédiée, avec d'ailleurs des sociétés d'ingénierie pour nous accompagner. Ça nécessite énormément d'ingénieurs, beaucoup d'heures de travail, et donc de repenser aussi la manière dont on gère les projets. D'accord ? Et puis finalement, il faut des hommes et des femmes pour faire fonctionner ces projets-là. Donc il faut qu'on puisse compter sur tous les talents possibles, et comme on parle aujourd'hui des ingénieurs, en particulier il nous faut des ingénieurs, pas seulement, mais il en faut quand même quelques-uns, et même beaucoup, pour réaliser ces projets-là. Et c'est la somme de ça, donc le financement, la gestion de l'énergie, notre capacité à exécuter des gros projets, et puis les hommes et les femmes pour faire fonctionner tout ça, qui va nous permettre de réussir ce challenge qui est de décarboner l'ensemble de nos opérations. D'abord d'ici 2030, donc les moins 40% dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis la neutralité carbone en 2050. Voilà, donc comme vous l'avez compris, on a une feuille de route qui est extrêmement ambitieuse, mais en même temps qui est celle qu'il nous faut pour répondre aux défis du changement climatique. Il nous faut les capitaux, il nous faut l'investissement. Il faut qu'on soit capable de compter sur une énergie abondante, décarbonée, avec un prix durable, et une organisation projet qui va bien, et surtout tous les hommes et toutes les femmes nécessaires pour la réalisation de ce challenge. Et je crois que c'est un des messages que je veux faire passer aujourd'hui à tous les ingénieurs qui nous écoutent. On a besoin de vous, et on a besoin de compter sur vous pour réaliser ce magnifique challenge qui s'offre à nous pour les années qui viennent. Merci beaucoup. Alors, produire de l'hydrogène nécessite des électrolyseurs de capacité toujours plus importante. Florence Lambert, on parle même de méga factory. Bonjour, je suis Florence Lambert, présidente de Genvia, qui est une société qui développe et produit des électrolyseurs. Genvia est un attelage unique, public-privé, permettant d'industrialiser une technologie de rupture d'électrolyse dite haute température, issue de ce formidable laboratoire qui est le CEA, et qui vise la production d'hydrogène décarboné. La mission première de Genvia est de participer à apporter des solutions qui vont permettre de décarboner nos sites industriels de demain. Autour de Genvia, 2 actionnaires majoritaires, d'abord la recherche française avec le CEA et un groupe international, Schlumberger, maintenant SLB. Mais aussi des racines fortes dans cette belle région d'Occitanie avec l'ARIS, l'Agence régionale des investissements stratégiques, et enfin des actionnaires qui vont représenter les applications, les cimenteries avec Vinca et la décarbonation de la construction avec le groupe Vinci. Ce partenariat entre recherche et industrie est à la genèse de Genvia avec le CEA et Schlumberger et caractéristique du lien fort qui nous unit, représenté par la Société des ingénieurs et scientifiques. Notre technologie est fondée sur l'électrolyse à haute température, c'est-à-dire fonctionne à 700 degrés
autour de l'eau vaporisée et non pas de l'eau liquide. Elle offre, en faisant ça, la promesse de nombreux couplages énergétiques, c'est-à-dire immédiatement un gain de plus 15% de rendement, qui, si nous trouvons une source de chaleur fatale, par exemple à 150 degrés, peut se transformer à plus 30%. C'est dire le gain en matière d'efficacité dans tous ces systèmes de décarbonation de l'industrie. On parle de différents usages. Alors tout d'abord, les systèmes Genvia vont remplacer l'hydrogène issu du vaporéformage. C'est ce que nous allons faire par exemple avec notre partenaire ArcelorMittal. Peut se substituer au méthane et nous voyons des applications autour des fours à bloom dans les aciéries avec en plus l'opportunité de faire de l'oxycombustion avec l'oxygène formé. Et enfin, se combine avec le CO2 ultime émis d'une aciérie et une cimenterie pour faire du carburant de synthèse qui va être nécessaire à l'aviation de demain. Aujourd'hui, Genvia, c'est plus d'une centaine de talents merveilleux autour d'une ligne pilote qui s'intègre dans la stratégie hydrogène nationale avec des objectifs de production de plus de 6,5 gigawatts à horizon 2030. L'engagement du président de la République, qui nous a fait l'honneur de venir inaugurer notre plateforme en 2021, s'est traduit par la conclusion d'un important contrat signé avec la BPI l'année dernière, Banque publique d'investissement, pour nous permettre de dérisquer et d'industrialiser cette technologie très prometteuse. Notre feuille de route nous amène vers une première factory, donc qui va nous permettre cette première mise à l'échelle industrielle des technologies pour produire cet hydrogène à un prix compétitif. Et c'est pour ça qu'assez vite, on va parler de massification, de méga-factory, de gigafactory, un gigawatt, mais aussi de déca-gigafactory, qui est quand même le point d'équilibre dans l'énergie quand on parle de batterie ou de solaire photovoltaïque, par exemple. En tant qu'ambassadrice de France 2030, je participe aussi à l'élaboration de la stratégie nationale de l'hydrogène. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le contexte géopolitique énergétique est inédit. Entre la Russie et le conflit en Ukraine, la Chine qui rattrape son retard sur toutes les technologies, il ne faut pas être naïf, et surtout l'Inflation Reduction Act qui pourrait créer une vraie distorsion de concurrence avec l'Europe. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Plusieurs milliers d'emplois industriels seraient en jeu. Les crises, pour moi, sont accélératrices de tendances et l'Europe aujourd'hui accélère sur cette transition énergétique avec son plan auquel ma société participe, Repower Europe. La récente initiative A Green Deal Industrial Plan for the Net Zero Age, annoncée le 1er février, vient également adresser l'ambition de neutralité carbone dans le prolongement de tous ces projets européens d'intérêt commun déjà engagés et qui sont au cœur de la stratégie de Genvia. Et moi, je suis très positive parce que je suis convaincue que la France est moteur sur la décarbonation de l'industrie en Europe en ayant réellement choisi une vision de filière complète. Aujourd'hui, la production industrielle française d'hydrogène représente 900 000 tonnes. Donc, c'est un marché conséquent, essentiellement produit par du vaporéformage qui émet, pour une molécule d'hydrogène, 10 de CO2. Et demain, avec le plan France 2030, qui est considérablement doté à plus de 9 milliards pour structurer cette formidable filière hydrogène, la France disposera de tout un écosystème sur la chaîne de la valeur. Technologie, production, infrastructure, usage. C'est tout un tissu industriel qu'on est en train de reconcevoir avec un objectif de production de plus de 6,5 gigawatts à échéance 2030. Les projections de France Hydrogène qui recensent ces projets sont encore plus optimistes, avec des estimations avoisinant le 1 million de tonnes, tirées à la hausse par tous les usages, dont l'aviation. Et pour moi, c'est tout le paysage industriel qui se transforme. Je suis convaincue que ces industries régaliennes, on parle d'aciérie, de cimenterie, vont se transformer pour devenir de véritables hubs hydrogène qui vont être un trait d'union entre industrie, énergie et mobilité. Les énergies renouvelables apporteront certes des solutions de décarbonation de cette industrie en permettant de produire de la chaleur, du froid, du gaz et de l'électricité, et on voit bien qu'on a besoin de toutes ces solutions, mais de plus,
elle représente aussi une vraie opportunité industrielle en soi, à travers des emplois sur le territoire français, le renforcement de cette chaîne de la valeur et la réduction de toutes nos dépendances stratégiques. Donc c'est un bel avenir qui s'offre à nous. Je suis aussi présidente de la commission industrielle du syndicat des énergies renouvelables et je suis régulièrement confrontée aux difficultés de recrutement dont font face aujourd'hui les industriels. Les énergies renouvelables en France représentent 170 000 emplois avec plusieurs filières d'excellence qui sont aujourd'hui en plein essor. Et les projections sont importantes. Rien que pour l'hydrogène, c'est plus de 50 000 créations d'emplois qui sont attendues d'ici 2030, avec, comme je disais tout à l'heure, l'ambition de faire de la France le leader européen de l'hydrogène décarboné. Et la formation et l'attractivité des talents de demain est un des enjeux clés de ce plan. Globalement, ces tensions sur les métiers qualifiés ne sont pas spécifiques au secteur des énergies renouvelables. Et il convient en réalité de pallier à une forme de désintérêt que je déplore vraiment pour les métiers d'industrie et à la méconnaissance parfois de leur caractère indispensable pour la transition énergétique. Pourtant, ces filières énergies renouvelables sont en plein essor, offrant de passionnantes débouchés. Mais elles sont aussi, pour vous tous, porteurs de sens. Et je n'ai qu'une envie, c'est vraiment celle d'ouvrir les portes de mon usine pour vous faire découvrir cet univers prometteur. Si vous cherchez une expérience industrielle à fort potentiel, la transition énergétique est une formidable opportunité pour s'engager sur ces métiers d'avenir. Un grand merci à la Société des ingénieurs et scientifiques de France de faire rayonner ces enjeux, nos enjeux. Les métaux rares sont au cœur de la bataille géopolitique et géocommerciale pour maîtriser la chaîne de produits utiles à la transition écologique et énergétique. Mais pour retrouver souveraineté et indépendance, Christophe, vous nous demandez de retourner à la mine. Bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et donc effectivement de vous éclairer le volet un peu caché de la transition énergétique qui est celui des ressources minérales qui sont nécessaires pour la déployer. Alors permettez-moi d'abord de rappeler un certain nombre d'éléments contextuels sur finalement cette nouvelle dépendance qu'on est en train de créer face aux minéraux critiques, minéraux stratégiques, et qui va prendre le relais quelque part de celle qu'on avait aux énergies fossiles. Alors, cette dépendance, elle est liée à plusieurs choses. Elle est liée au fait que, effectivement, nos besoins en ressources minérales vont considérablement croître. Si je peux me permettre même l'expression, je dirais vont exploser. Et ça, sous l'influence de différents éléments. D'une part, la croissance économique, en particulier des pays en voie de développement, qui se poursuit et qui est tirée elle-même par la croissance de la population et le rattrapage économique, mais aussi et surtout donc la transition écologique et énergétique, qui est au cœur de nos débats aujourd'hui, et puis aussi, et j'y reviendrai, la transition numérique qui l'accompagne et qui est elle aussi gourmande en ressources minérales. Et donc, comme vous le voyez sur la figure, à droite de ce transparent, on va non seulement augmenter la quantité de métaux qu'on utilise en absolu, mais également le nombre de métaux qu'on mobilise. Là où il y a un siècle, nos sociétés reposaient sur une petite dizaine de métaux, on est en train aujourd'hui de parler de 40 à 50 métaux qu'il faut mettre en œuvre. Et puis également, on va voir qu'on est obligé, pour les mettre en œuvre l'ensemble de ces ressources, de les purifier de manière de plus en plus précise. Alors, quelques illustrations pour préciser l'ampleur de ces changements et l'ampleur de ce besoin. Donc vous avez sur le transparent derrière moi donc une illustration qui est tirée d'un rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie qui vous illustre la quantité de métaux, de ressources minérales qu'il faut d'une part pour produire de l'électricité sur la partie basse de la figure et puis également pour se déplacer donc sur la partie haute. Donc si on commence sur la production électrique, vous voyez que dans cette figure, on compare la quantité de métal qui est nécessaire pour produire 1 kWh, que ce soit par du gaz, par du nucléaire, par des énergies fossiles, mais aussi par des énergies renouvelables. Donc, vous voyez l'éolien offshore, en mer, onshore, à terre, le solaire. Et vous voyez très clairement qu'effectivement,
les énergies renouvelables qu'on déploie fortement aujourd'hui sont très gourmandes en ressources minérales. Et si je les compare par exemple au charbon, qui est aujourd'hui, je dirais, le moyen de production principal à l'échelle mondiale pour l'électricité, on va avoir besoin de 6 fois plus de métaux, de ressources minérales pour produire 1 kWh, pour installer 1 kWh sur une éolienne offshore que ce qu'on aurait avec du charbon. Et donc, et vous voyez que cette augmentation, elle est aussi accompagnée d'une diversification. Vous voyez que les couleurs sont différentes. Je ne vais pas à ce stade illustrer quels sont tous les métaux dont on a besoin, mais c'est quelque chose qui est assez notable. Et dernier petit commentaire pour dire que là, je parle en puissance installée. Vous savez tous que les énergies renouvelables ont une capacité de production qui est plus faible, je dirais, au fil du temps, liée à l'intermittence. Donc, cette amplification doit être corrigée encore par le facteur d'intermittence. Ça, c'était sur la partie production d'énergie. On va retrouver la même chose sur la partie usage. Je suis sur la partie haute de la figure et vous voyez qu'entre un véhicule électrique et un véhicule thermique, là aussi, on retrouve un facteur 6, donc c'est considérable. Et donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, et c'est l'exercice auquel s'est prêté l'Agence internationale de l'énergie, vous le voyez maintenant sur la partie droite de la figure, quand on se projette en 2040, on estime qu'on aura besoin à peu près de 40 fois plus de lithium que ce qu'on a mobilisé aujourd'hui dans notre économie, qu'on aura besoin de 25 fois plus de graphite, qu'on aura besoin d'une vingtaine de fois plus de cobalt et de nickel, qu'on aura besoin de 7 fois plus de terres rares. Et donc tout ça, c'est considérable parce que c'est des matières qu'il va falloir sortir du sous-sol dans un temps qui est relativement restreint, puisqu'on parle encore une fois d'une échéance 2040 qui est finalement dans une petite quinzaine d'années. Donc tout ça, évidemment, je vais y revenir, mais va mettre fortement sous tension cette problématique de l'approvisionnement en ressources minérales et va évidemment nous interroger sur notre capacité à répondre à cette demande. Alors, je parlais de la transition énergétique, je vous ai dit qu'il y avait à côté de ça aussi la transition numérique qui n'est pas moins importante. Donc la transition numérique, on a l'impression que le monde virtuel est un monde finalement qui est désincarné et en fait c'est tout le contraire parce que d'une part il repose avant tout sur un réseau physique extrêmement dense, notamment de câbles sous-marins qui transportent aujourd'hui plus de 95% de l'information d'Internet et qui sont des objets bien physiques qu'il faut évidemment tirer au fond des mers et dans lequel on va mobiliser du cuivre, des fibres optiques avec des éléments de dopage qui sont des métaux, etc. Et qui donc vont requérir des ressources en quantité importante. Internet aujourd'hui et nos usages du numérique conduisent à produire et mobiliser de plus en plus de données. Vous en avez une illustration sur la figure à droite. Ça croît à vitesse extrêmement rapide. Et donc pour stocker ces données, il nous faut donc des serveurs, il nous faut des data centers qui, outre le fait qu'ils consomment beaucoup d'énergie, requièrent eux aussi des circuits imprimés, des microprocesseurs, des semi-conducteurs qui sont là aussi avides en ressources minérales et qu'il va falloir produire si on veut être capable de déployer tous ces outils numériques. Et puis le numérique, ce n'est pas que l'infrastructure collective, c'est aussi l'usage qu'on en fait tous, les uns et les autres. Je pense qu'on est tous plus ou moins addicts à nos smartphones, qui sont des objets qui sont extrêmement riches en matière minérale. Si vous prenez aujourd'hui les smartphones qu'on a les uns et les autres dans nos usages au quotidien, ils sont 40 fois plus concentrés que les mines d'or qu'on exploite aujourd'hui dans le monde. Et donc, ces objets sont extrêmement riches. Et je prenais l'or comme exemple, mais on pourrait retrouver aussi toute une série de métaux utiles à la transition énergétique. Et enfin, le numérique est consommateur d'énergie. Donc, le déploiement du numérique accélère la croissance de nos besoins énergétiques. Ça représente aujourd'hui 5% de l'énergie mondiale. Ça pourrait représenter, selon certains experts, jusqu'à une vingtaine de pourcents d'ici le milieu de ce siècle. Et c'est donc évidemment tout à fait considérable. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, si on regarde maintenant de manière complètement globale, et vous avez sous les yeux un tableau de Mendeleïev, donc l'ensemble des métaux qui sont des substances qui sont présentes à la surface de la Terre, et bien vous voyez qu'on va mobiliser aujourd'hui et dans les années qui viennent de plus en plus de ressources. Celles qui apparaissent ici sur fond bleu sont celles qui sont indispensables à la transition énergétique, celles sur fond vert, celles qui sont indispensables à la transition numérique. Et vous voyez qu'effectivement, vous en avez les 2 tiers qui sont bicolores et qui vont servir donc à ces 2 transitions qui se rejoignent sur la question des ressources et qui ne sont donc pas indépendantes au-delà du fait que le numérique a besoin d'énergie. Alors parmi ces ressources, certaines sont particulièrement problématiques dans la mesure où la capacité à en disposer, à les extraire du sous-sol, je dirais à la vitesse à laquelle on en a besoin, et n'est pas démontrée. Et donc c'est pour ça qu'on caractérise ces éléments comme étant critiques. Et donc ils apparaissent ici sur fond rouge, sachant qu'on a aussi des éléments qui sont stratégiques, qui sont tous ceux qui sont vraiment indispensables pour nos filières industrielles.
Et donc, je ne vais pas vous les détailler. Vous voyez que ça pourrait être long si on commençait à passer chacune de ces cases en revue. Mais donc, si on retient par exemple sur la mobilité électrique, vous allez retrouver des éléments qui sont régulièrement présents dans le débat public, comme le nickel, le cobalt, par exemple, pour les électrodes des batteries, comme le lithium, comme électrolyte dans les batteries, comme les terres rares qui sont présents dans les alternateurs des éoliennes ou dans les moteurs électriques. Et puis après, tout un tas d'autres éléments, je dirais, plus complexes qui souvent peuvent intervenir en petite quantité, mais n'en sont pas moins importants parce que s'ils ne sont pas là, votre objet, votre matériau n'aura pas la propriété voulue in fine. Alors évidemment, maîtriser l'approvisionnement de ces différentes ressources ne se limite pas à maîtriser la mine d'un côté et l'usage industriel de l'autre. En fait, il faut avoir bien en tête, et c'est parfois des choses qui sont oubliées, qu'on a toute une chaîne de transformation, ce qu'on appelle une chaîne de valeur, entre l'extraction du minerai au départ et sa transformation, avec différentes étapes de raffinage, de purification, de transformation, qui, dans un souci, je dirais, d'optimisation économique à l'échelle mondiale, sont aujourd'hui ou ont été progressivement réparties dans différents pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maîtriser l'approvisionnement d'une ressource, c'est maîtriser chacune de ces étapes qui peuvent être localisées chacun dans un pays différent. Donc c'est un peu ce que vous voyez par exemple sur le lithium dans la figure en haut à gauche. Vous voyez que la partie grosse, la partie importante sur la gauche en vert, c'est tout le lithium qu'on sort du sous-sol. Et puis vous voyez qu'il va y avoir différentes ramifications, différentes étapes de transformation. Et que en fait la partie qui sert pour nos batteries, qui est par exemple celle qui nous intéresse quand on parle de mobilité électrique, c'est uniquement la petite flèche tout en haut à gauche qui représente donc un très faible flux de l'ensemble de ce qu'on a tiré du sous-sol. Donc maîtriser notre approvisionnement, sécuriser notre approvisionnement, c'est aussi connaître ces chaînes de valeur. Alors, permettez-moi d'en profiter pour mentionner que les objets qu'on utilise aujourd'hui peuvent avoir beaucoup voyagé, ou en tout cas les ressources qui sont dedans peuvent avoir beaucoup voyagé avant qu'ils arrivent. Et vous avez ici une illustration sur certaines batteries de véhicules électriques. Vous voyez qu'entre le moment où on a sorti le lithium au Chili et le moment où vous démarrez pour faire le premier kilomètre en Europe, votre lithium, il a peut-être déjà fait près de 50 000 kilomètres, donc plusieurs fois le tour du monde, pour aller d'usine de transformation en usine de transformation. Donc vous voyez que ça vous illustre de manière très concrète la complexité. Et puis au passage, évidemment, vous devinez le poids CO2 ou l'impact CO2 que tout ça peut représenter. Autre point qui est important sur la maîtrise de ces métaux, c'est que on pourrait se dire, j'ai besoin de lithium, j'ai besoin de nickel, j'ai besoin de cobalt, j'ai besoin de terres rares, je vais aller les chercher dans le sous-sol. Le monde est un peu plus compliqué, un peu plus complexe, en ce sens que certains métaux, comme le cuivre, effectivement, sont présents, je dirais, en quantité importante et bien identifiés dans le sous-sol. Donc, on va aller les chercher pour eux-mêmes. Mais un certain nombre d'autres métaux, d'autres ressources minérales, en fait, sont des produits secondaires, sont en fait associés à une ressource primaire. Et c'est par exemple un exemple très classique, c'est le cas du cobalt. On n'a pas de mine de cobalt. On a des mines de cuivre dans lesquelles il y a du cobalt. On a des mines de nickel dans lesquelles il y a du cobalt. Et donc, évidemment, ça complexifie les choses. Donc, c'est ce que vous voyez sur cette figure à gauche. En fait, les métaux principaux sont ceux qui sont dans le cercle central en bleu foncé. Et vous voyez qu'effectivement, on en a une petite douzaine. On est loin de couvrir l'ensemble des métaux dont on parle depuis quelques minutes. Et donc, tous ceux qui sont dans les cercles de plus en plus externes sont des produits secondaires qu'on va aller chercher dans une ressource primaire. Alors, c'est une conséquence très importante, c'est que, je reviens à mon exemple du cobalt, si vous voulez accélérer, augmenter la production de cobalt, ça veut dire ou si vous voulez en tout cas maîtriser ce flux de cobalt, en fait, ce n'est pas le cobalt qui va déterminer cette production, c'est en fait qu'est-ce qui se passe sur le cuivre, qu'est-ce qui se passe sur le nickel. Et donc, on a une sorte de décorrélation, d'inélasticité, comme disent les économistes, entre finalement la demande et l'offre, et donc une complexité évidemment sur ces chaînes de valeur qui est particulièrement cruciale. Alors, c'est illustré sur la figure que vous voyez à droite, où vous avez à nouveau le tableau de Mendeleïev et tous les éléments qui sont, plus la couleur est rouge, plus on est sur des éléments qui ne sont pas produits pour eux-mêmes et donc sur lesquels on va avoir un découplage finalement entre le besoin et l'offre. Et vous voyez que la couleur rouge est bien présente, une quantité importante, donc on a beaucoup d'éléments qui sont évidemment avec cette complexité et qui nécessitent donc une grande connaissance de ces chaînes de valeur pour pouvoir maîtriser leur production. Alors maintenant qu'on a présenté ces éléments de contexte extrêmement généraux, évidemment, la question qu'on a tous aux lèvres, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de sécuriser les approvisionnements pour la France, pour l'Europe, et donc, ce faisant, permettre de déployer correctement la transition énergétique. Alors, évidemment, si on se pose cette question-là, c'est qu'on a en tête les uns et les autres qu'on est dans une situation qui est, je dirais, assez préjudiciable
pour notre souveraineté, puisque la figure du bas parle d'elle-même. Vous voyez qu'effectivement, pour un nombre important de métaux, pour un nombre important de ressources, on dépend à 100% de nos importations. On n'a plus de production sur le territoire européen. Et donc, évidemment, tout ça nous met, je dirais, en risque, surtout dans un environnement géostratégique, où on a une certaine démondialisation qui s'opère, ou en tout cas un respect moins grand, je dirais, des règles de marché, des règles du droit, telles qu'on a pu le connaître ces dernières décennies. Alors, évidemment, tout ça conduit aussi au fait qu'il y a un investissement fort qui est fait sur la prospection, sur l'exploitation de nouvelles mines à l'échelle mondiale. Donc, c'est ce que vous voyez, c'est des données qui datent de 2020 sur la figure à droite. Vous voyez que chacun des points rouges, c'est finalement un projet minier. L'ensemble des investissements financiers dans ce secteur sont colossaux, ça représente plus de 1000 milliards de dollars. Et puis, évidemment, je ne résiste pas au fait de vous montrer que on a effectivement quelques exceptions dans ce paysage mondial. La France en fait partie, où aujourd'hui, on n'a quasiment pas d'investissement et tout ça doit nous interpeller. On va y revenir dans un instant. Alors, comment répondre à cette demande? Évidemment, le premier point auquel on songe tous, et c'est important, et ça doit être beaucoup plus déployé, c'est le recyclage. On a des objets en fin de vie qui contiennent des ressources minérales, on a des déchets industriels ou des rebuts industriels qui en contiennent aussi. On doit essayer de les recycler et de pouvoir, ce faisant, limiter quelque part le recours à une nouvelle extraction minière. C'est quelque chose de fondamental. On a le savoir-faire, on a le potentiel en Europe et en France pour le développer. Néanmoins, et c'est important, ça ne répondra pas à l'intégralité de la demande. Alors pourquoi? D'abord, parce que la demande, on ne récupère jamais 100% des objets, 100% de ce qu'on a sorti du sous-sol. Donc on a forcément des déperditions. Deuxièmement, même dans un objet, avec tous les efforts que vous voudrez faire, vous ne pourrez jamais récupérer 100% de ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a une limitation physique, il y a une limitation énergétique. Et puis enfin, dernière chose, on est dans un monde actuellement qui est en croissance en termes de besoins, à cause de notre transition énergétique. C'est ce que vous voyez dans la figure derrière moi. Donc ce que vous recyclez aujourd'hui, c'est ce que vous avez produit il y a 20 ou 30 ans, quand vous avez fabriqué vos objets. Et il y a 20 ou 30 ans, vous utilisiez beaucoup moins de ressources minérales, et peut-être pas les mêmes. Et donc, vous n'aurez jamais adéquation entre ce que vous avez besoin aujourd'hui et ce que vous allez recycler. Et donc, quelle que soit l'efficacité avec laquelle on déploie le recyclage, et il faut le faire encore une fois, ça ne pourra jamais couvrir 100% de nos besoins. Et ça, c'est un point important. Donc, si le recyclage ne répond pas à l'intégralité de nos besoins, dernière solution, évidemment, c'est d'aller chercher des nouvelles ressources. Alors, on peut avoir le sentiment qu'on a épuisé nos ressources en France. En fait, c'est loin d'être le cas. Vous avez ici derrière moi une carte qui vous présente ce qu'on sait aujourd'hui du potentiel minier de la France. Vous voyez que c'est loin d'être vierge, d'être vide. Et pour autant, c'est des données qui sont obsolètes, qui datent des années 70-80, qui ont été faites avec des technologies qui étaient beaucoup moins performantes, qui étaient limitées à les premières centaines de mètres du sous-sol, là, alors qu'aujourd'hui, on sait exploiter des mines jusqu'à 1000-1500 mètres de profondeur. Et en fait, la France est un pays qui est plutôt, je dirais, richement doté par la nature, avec un sous-sol qui est assez riche et dans lequel il reste clairement encore des ressources tout à fait intéressantes, y compris pour la transition énergétique. Alors, c'est ce que nous confirment, je dirais, les spécialistes, les géologues, qui, à défaut de pouvoir faire de la prospection jusqu'à maintenant en France ou pouvoir ouvrir des mines, ont mené beaucoup de travaux, je dirais, théoriques pour essayer de mieux quantifier, apprécier cette potentialité. Et vous avez derrière moi une carte du potentiel, je dirais, en termes de ressources lithium à l'échelle mondiale. Et vous voyez que la France à l'échelle européenne, pardon. Vous voyez que la France se positionne très bien, est sans doute un des pays avec le plus de potentiel. Et vous avez tous noté, il y a quelques semaines, en octobre, donc l'annonce de l'ouverture prochaine d'une mine en 2028 dans l'Allier, qui devrait être un premier pas, je dirais, dans cette direction d'une réouverture des mines en France, en particulier sur ces métaux de la transition énergétique qui sont indispensables, encore une fois, pour décarboner notre économie et donc lutter contre le changement climatique. Alors, la France n'aura pas toutes les ressources, c'est évident. Donc à côté de ça, il faut qu'aussi on ait une réflexion à l'échelle européenne. Et vous avez ici une cartographie, je dirais, des ressources des métaux critiques à l'échelle européenne. Vous voyez que, sans rentrer dans le détail, on a des couleurs, je dirais, un peu différentes d'un pays à un autre. Donc en profitant des atouts de chacun des pays européens, et je pense notamment à la péninsule ibérique, à l'Europe de l'Est, à la Scandinavie, on a moyen de répondre déjà à une partie importante de nos besoins. Ça ne sera pas suffisant, ça voudra dire qu'au-delà de ça, il faudra évidemment qu'on continue à avoir des importations, mais néanmoins, ça permettrait de diminuer grandement, je dirais, notre dépendance et d'améliorer notre souveraineté et donc notre potentiel économique. Dernière chose avant d'en arriver à la conclusion, ouvrir une mine demain, en aucun cas ça doit être ouvrir à nouveau des mines comme Zola a pu les décrire dans ses fameux romans. Donc on est aujourd'hui sur, je dirais, des mines qui sont radicalement différentes.
Alors, il faut savoir déjà qu'ouvrir une mine, ça va prendre du temps. Donc ça, c'est un point qui est important à avoir en tête, hein. Vous voyez dans la figure derrière moi qu'à l'échelle mondiale, il faut à peu près 17 ans entre le moment où vous décidez de l'ouvrir et le moment où elle s'ouvre réellement. Mais ouvrir une mine demain, il faut que ça soit une mine qui, je dirais, ait un faible impact environnemental. Et ça veut dire qu'il faut qu'on optimise les procédés. Ce n'est pas intrinsèque à la mine. Vous voyez qu'ici, pour sortir du lithium, selon les différents procédés, différents types de roches, vous avez un impact qui peut être radicalement différent. Il faut aussi que ce soit des projets qui associent les populations locales, qui ne soient pas des projets, je dirais, quelque part, qui soient construits contre les populations locales. Donc il y a tout un débat, évidemment, et un compromis à trouver entre l'intérêt collectif et les intérêts locaux. Et donc il faut qu'on développe, évidemment, pour appuyer tout ça, des normes de mines responsables, de mines qui soient respectueuses de l'environnement, qui soient respectueuses des populations locales, et qui permettent donc de garantir que tout ça s'est fait, évidemment, dans le meilleur état de l'art. Et il y a déjà des premières réalisations qui sont tout à fait intéressantes dans ce domaine, à la fois en termes de normalisation. L'Europe, vous savez, joue un rôle très fort. Et puis de premières mines concrètes, hein. Vous avez ici une illustration derrière moi sur une mine de tungstène en Autriche qui s'inscrit clairement dans cette perspective-là. Dernier point pour dire qu'il faut aussi qu'on soit capable de donner donc une vue d'ensemble sur ces sujets. C'est le sens de l'Observatoire français des ressources minérales que l'État a souhaité développer et mettre en place, impliquant 6 partenaires français autour du BRGM, hein, le CEA, l'IFPEN, l'IFRI, l'ADEME et le CNAM, et qui va permettre donc de mieux comprendre l'ensemble de ces chaînes de valeur sur lesquelles je commençais à vous montrer que ce n'était pas si simple que ça. Vous voyez ici derrière moi le cas du silicium, vous voyez tout de suite ça se complexifie, qui va permettre de se projeter, de se dire finalement par rapport aux évolutions technologiques qu'on envisage, c'est quoi les besoins en ressources minérales, comment on peut du coup mettre l'un en regard de l'autre, et qui va permettre du coup d'identifier quels sont les éléments les plus critiques sur lesquels il faut qu'on investisse, à la fois les industriels et puis également potentiellement les pouvoirs publics. Donc en conclusion, j'espère vous avoir illustré toute l'importance que prennent les ressources minérales pour cette transition énergétique qu'on appelle tous de nos voeux, mais également le fait que ça va nous créer des nouvelles dépendances. On va passer d'une dépendance aux énergies fossiles qui était portée par un certain nombre de pays sur la carte mondiale à une dépendance aux ressources minérales avec des nouveaux pays qu'on va voir apparaître. J'espère que vous avez compris aussi que malgré l'abondance des réserves, la difficulté qu'on va avoir, c'est de disposer en temps et en heure de ces ressources, vu la vitesse à laquelle on veut faire cette transition. Donc il est possible que notre transition, finalement, soit limitée quelque part par cet accès aux ressources minérales, et qu'on est aujourd'hui dans une situation de grande dépendance qui nous met à risque d'un point de vue économique, d'un point de vue politique. Et donc il y a un enjeu majeur, évidemment, à regagner notre souveraineté en sécurisant nos approvisionnements. Et que ça passe donc par disposer d'une vision globale sur l'ensemble de ces sujets. C'est l'observatoire dont je vous ai parlé, un réinvestissement sur les ressources qui sont présentes en Europe, allant jusqu'à l'ouverture de nouvelles mines et d'installations de recyclage, et également la mise en place donc, de contrats d'approvisionnement long terme appuyés par une diplomatie des ressources minérales. Et enfin, toutes ces activités minières, qu'elles soient en France ou à l'étranger, ne doivent se faire évidemment en respectant les normes qu'on est en train de développer en termes de mines durables, mines responsables, respectueuses de l'environnement et des populations locales. Voilà un peu l'avenir, donc je dirais, tel qu'on le perçoit aujourd'hui sur cette activité qui, encore une fois, est un soubassement de notre économie qu'on avait peut-être un peu oublié ces dernières décennies et qui se rappelle à nous, je dirais, brutalement, mais sur lequel on a un vrai potentiel, tant, je dirais, d'un point de vue géologique qu'en termes de compétences en France, et sans doute un rôle important à y jouer. Merci beaucoup. Maintenant, place à une jeune femme, ingénieure elle aussi, investie des questions de développement durable, de réchauffement climatique et aussi de décarbonation de l'industrie, qui a décidé, elle, par contre, de s'engager dans l'entreprise pour travailler de l'intérieur, accompagner les réflexions, accompagner les formations et faire bouger les choses, contrairement à certains bifurcateurs. En outre, elle est ambassadrice de la fresque du climat et depuis peu de la fresque de la biodiversité. Et elle a des messages très forts à faire passer, et en particulier aux plus jeunes. Je laisse la parole à Tamara. Bonjour, je suis Tamara, j'ai 24 ans, je suis ingénieure. Plus précisément, je suis coordinatrice environnement dans une entreprise qui travaille dans l'énergie, qui fait aussi du pétrole et du gaz. Donc moi, j'ai choisi une voie assez difficile en fait, parce que je travaille à changer une entreprise qui historiquement donc, travaille, comme je disais, dans le pétrole et le gaz.
Mais c'est très pertinent parce qu'il y a beaucoup de métiers et d'approches du travail à réinventer en fait dans ce secteur. Ils ont besoin de personnes motivées, passionnées pour renouveler les idées et mettre de l'énergie en fait dans cette transformation qui demande beaucoup d'investissement. Mais il ne s'agit pas en fait de mieux suivre les déchets et la consommation d'eau et d'énergie et d'eau. Il s'agit vraiment de changer les mentalités, donc de faire en sorte que les questions environnementales, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, ils soient en fait bien compris de toutes et tous, que ça passe dans la culture en fait de l'entreprise, que de prendre soin des ressources naturelles, et à terme, il faut que ça puisse aussi peser dans la manière de concevoir, de construire les projets des clients. Donc pour faire ce changement de mentalité, moi j'utilise beaucoup la fresque du climat. C'est un atelier collectif qui est vraiment intéressant. Il y a aussi d'autres ateliers similaires sur la biodiversité notamment. Les clients, ils sont très réceptifs à ça. C'est d'ailleurs eux qui deviennent de plus en plus exigeants sur ces aspects, qui recherchent les compétences nécessaires pour répondre en fait à ces questions et à ces besoins, parce qu'eux aussi doivent répondre à des critères de plus en plus exigeants. Donc les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, elles doivent suivre ça, elles doivent même anticiper cette demande pour former correctement tous les étudiants sur les enjeux environnementaux majeurs que sont le climat et la biodiversité. Et à mon avis, à grand minima, il s'agit de mettre en contexte en fait les enseignements qui existent déjà. Par exemple, en parlant du modèle extractiviste qu'on doit changer, parce que voilà, on sait que les matières premières sont limitées, et se poser la question des besoins aussi avant celle de l'efficacité énergétique, par exemple. Donc en tant qu'ingénieur, on peut traiter de tous ces sujets. Voilà, c'est des matières qu'on aborde un peu partout. Mais avant de devenir ingénieur, en tant qu'étudiant, on peut aussi être très actif. Donc moi, dans mon école, j'avais fondé une association qui mettait en relation des étudiants, des anciens élèves, des enseignants, pour qu'on réfléchisse tous ensemble à comment est-ce qu'on doit changer les programmes, quels cours on doit proposer, comment aussi est-ce qu'on doit proposer plus de stages, d'offres d'emploi ciblées sur l'environnement, et puis comment accompagner en fait les étudiants dans cette montée en compétences en attendant que le programme change. Voilà, donc ça, moi, c'était l'objectif qu'on avait monté avec mon asso. Mais dans mon école, il y avait aussi un autre groupe d'étudiants qui avait repris l'organisation d'un événement qui était un grand gala, en fait, c'était une fête. Et ils l'ont transformé en un événement sur la transition écologique, ça s'appelle la CAMTE. Et ça permet de récompenser aujourd'hui des projets étudiants qui sont axés sur l'écologie, la transformation énergétique. Et donc c'est un événement aussi auquel maintenant ils invitent tous les ans des experts comme Valérie Masson-Delmotte, Fabrice Bonifay, Mathieu Ozano et d'autres. Donc ça c'est super chouette, ça marche très très bien. C'est même ouvert maintenant à d'autres écoles, donc c'est vraiment très inclusif et collaboratif. Et sinon, quand on est étudiant ou dans la vie de tous les jours, peu importe l'âge, moi ce que j'adore faire en fait c'est les outils de la fresque du climat. Comme c'est ludique et que c'est collaboratif et qu'on peut inviter plein de monde, c'est des choses qui sont très faciles à mettre en place, à devenir animateur ou animatrice. Et ça a aussi un énorme impact, donc moi je fresque, c'est devenu un verbe, je fresque beaucoup aussi pour mes anciens élèves, les anciens élèves en fait, des arts et métiers, pour continuer à sensibiliser, à parler de ces enjeux et puis à motiver tout le monde dans cette transformation qu'on a tous besoin de faire. Voilà, beaucoup a été couvert. J'espère que vous avez trouvé cela inspirant, questionnant et engageant. Merci de votre audience et merci aussi de partager avec votre entourage, vos réseaux et retrouver tout ou partie de cette session sur les podcasts et sur la chaîne YouTube d'IESF. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à l'année prochaine pour la JNI 2024.